Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On l'aime, ça dénaturalise tout simplement ce qui fait la particularité d'une ligue comme celle-là. Et des règlements comme ceux-là ne nous font que penser qu'on veut se rapprocher de la game qui est jouée au sud de nous. Bref, qu'en pense notre intervenant Marc Schreiber, qu'on va rejoindre à l'instant? Des propos assez incendiaires de la part de Nathan Rourke. T'es un gars qui connaît la game, t'as grandi dans la game. Ta réaction à ces nouvelles règles? Comme moi, je n'étais pas en direct quand la conférence de presse a eu lieu, puis je peux te dire que mon téléphone rougissait de tous mes contacts football, les coachs, les anciens joueurs. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense que ça polarise les gens. Puis il y a deux types de réactions que moi j'ai reçues ou entendues jusqu'à maintenant. Donc, ceux qui sont des fiers partisans traditionnels du football canadien, eux autres, ils n'acceptent pas ça. Puis ce qu'ils n'acceptent pas, c'est ce que je vous ai mis derrière sur mon écran, donc de réduire la longueur du terrain, d'enlever la fameuse ligne centrale qui est à 55 verges, de réduire la longueur des zones de but, de reculer les poteaux. Ce que j'ai surtout entendu comme réaction négative, c'est de toucher au terrain. Puis surtout qu'on n'a pas consulté les gens du football universitaire canadien qui jouent sur les mêmes terrains, qui n'ont pas l'argent pour commencer à faire des changements dans des stades. Et ça va causer problème. Et donc, parce que d'autres règles, je pense pas qu'ils portent autant de défis ou Moi, je encore suis heureux que le fameux rouge soit terminé. Ça, le rouge, c'était incompréhensible qu'on procède de cette façon-là. Là, maintenant, faut avoir le point, il faut que tu plaques le gars qui va attraper le botté raté dans sa zone des buts ou sinon qu'il mette un genou. Sinon, il n'y en a pas de point. Exact. Ou encore, tu sais, on donnait aussi des points quand, exemple, j'essaie un placement, le ballon ne passe pas entre les deux poteaux, mais passe à l'extérieur et tombe à l'extérieur du terrain. Ça aussi, c'est un point. Donc, il y a des changements qu'on fait. Moi, celui qui m'intéresse, puis j'ai hâte de voir, c'est qu'on veut s'assurer que le rythme du match se poursuive. Et donc, on a trouvé une façon de s'assurer que quand le jeu est terminé, il y a un créneau de 35 secondes qui commence tout de suite. Il n'attend pas après l'officiel. Et donc, ça va peut-être accélérer le rythme du match. Ça, je pense que c'est bien. On a aussi décidé de s'assurer de placer un peu comme on fait dans la NFL, mais je pense que ça va attirer, en tout cas, ça va permettre à chaque côté dans le stade d'avoir un contact avec les joueurs. Fait qu'on va mettre les deux équipes de part et d'autre du terrain. On sait que dans la CFL, ils étaient du même bord, chacun de leur côté. Il va en avoir un de chaque côté. Donc, il y a des règles qui ne causent pas problème, mais je pense que tout ce qui concerne la dimension, le fait qu'on n'a consulté personne puis qu'on enlève la nature même du sport, ça, je pense que ça va faire jaser. C'est très important ce que tu viens de dire là au niveau universitaire et même au niveau high school, les écoles secondaires et au niveau mineur. Est-ce qu'avec cette réalité-là que tu viens de nous mettre dans la pleine face, on risque de jouer deux genres de football au Canada? En tout cas, j'ai hâte de voir un exemple simple. OK? On va aller aux Alouettes de Montréal qui jouent sur le terrain de l'université McGill. McGill va jouer encore ses matchs universitaires avec des poteaux qui, en principe, sont à l'intérieur. Le terrain qui n'est pas de la même dimension, on fait quoi? Puis en plus, il y a des gens que je me disais, j'ai parlé à une personne qui est impliquée dans l'événementiel d'une équipe au niveau des pros, puis il se disait, bien, on fait quoi avec l'espace? L'espace qui va rester, tu sais, si on réduit la grandeur du terrain, on rajoute des estrades. Donc, c'est sûr qu'on a dit qu'on a 2 ans pour mettre ça en place, mais clairement, on n'a pas consulté tous les acteurs. Puis il y a des acteurs qui ont besoin de se faire entendre. On pourrait faire une spéciale juste là-dessus et probablement qu'on va mettre ça sur la table pour une spéciale podcast qu'on se promet très, très bientôt. Il y a plusieurs intervenants qui voudraient certainement décortiquer ces affaires-là. Semaine numéro 3 qui se termine avec un grand match du lundi soir, tant qu'à moi. Des choses qui sont tombées un peu dans tes yeux, particulièrement de ton intérêt dans un match comme celui-là? Bien, la première des choses, c'est que pour moi, quel festival offensif qui représente ce qui se passe depuis le début de la saison. Un match finit 38-30, 68 points. On est dans la 3e semaine. C'est très rare. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que si les Ravens aspirent à des grandes choses encore une fois, il va falloir trouver une façon d'arrêter le jeu au sol. C'était exécrable. Au football, on dit que si tu arrives à maîtriser ou dominer le point d'attaque, fait qu'à l'offensive, si tu veux courir vers la droite, tu as besoin, exemple, de bloquer l'allié défensif, des choses comme ça. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Mais si tu y arrives à bloquer le point d'attaque, si en plus que ça, tu recules l'adversaire, tu auras plein de place pour courir. Et c'était, écoute, 200 quelques verges
qu'on a donné aux Lions, il n'y a aucune chance que les Ravens remportent des matchs quand ils donnent 38 points à l'adversaire, peu importe le type d'attaque que tu as. Donc, moi, ça a été pour moi un plaisir à regarder parce que quand tu es spectateur, quand tu es fans, voir un paquet de points, des échanges au niveau de qui est à la tête, qui doit jouer du football de rattrapage, ça changeait constamment. Mais plusieurs personnes voyaient les Ravens comme une grande équipe. Bien, il n'y a pas de grande équipe sans une grande défensive. Grande équipe, d'ailleurs, les Eagles, qui ont démontré encore une fois qu'ils n'étaient pas les champions pour rien. L'aptitude de garder ton sang-froid dans des situations serrées. On a connu une belle remontée de la part des champions en titre, là. Et tu le dis bien parce que l'attitude aussi de rester en confiance, même quand on tire de l'arrière au troisième quart, les Eagles perdent 26-7. Et là, tu voyais encore une fois toute la confiance de Jalen Hurts. Et ils ont remonté graduellement, ont bien fait les choses. C'est exceptionnel de voir d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le tout dernier touché du match marqué par un plaqueur défensif qui pèse 336 livres. Il a lui-même bloqué le jeu. Il s'est mis à courir. Ouais. Écoute, là, il était peurant. C'est Jordan Davis, son nom. Et puis, je ne sais pas si tu as la chance de voir mon écran, là, mais moi, je me tasse un petit peu, là. Oh Regarde la charpente de ce bonhomme-là qui a ramassé le ballon, qui a couru sur 60 verges. Le match est terminé comme ça, je me suis dit. Le gars wow! est encore en sueur dans son point de presse après-match, je vous le confirme. Oui, mais quand même, tu sais, il se passe des choses qui fait que... Marc, je pense que c'est important, par exemple, de reconnaître la forme physique de ces gars-là. Même à ce poids-là, ce gars-là court bien au-dessus de la moyenne de monsieur, madame, tout le monde. Là. Gardons ça en tête. Là. C'est des athlètes, là, et pas à peu près. C'est le retour de Mark Schreiber, c'est le retour de la chronique avec vos lunettes de coach. Puis... j'aimerais ça qu'on s'arrête un peu sur... Tu parlais de... J'adore. Quand même, le mois d'octobre qui s'en vient. J'adore le concept. J'adore, Marc. Mais là, on parlait de jeu au sol tantôt. Justement, si on parlait du caucus, puis comment on démêle l'attaque qu'on va décider là, sur les jeux. Bien, au fond, ce que je voulais vous amener cette fois-ci, c'est comment peut-être regarder les débuts de jeu d'une façon différente. Fait que le corps arrière, lui, il sort du caucus, s'en va à la ligne. Vous l'entendez toujours crier des chiffres, des noms, on se souvient du fameux Omaha dans la NFL. Oui. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? À part communiquer, bien, le corps arrière, je peux le dire, qu'il est très attentif à ce qu'il y a devant lui. Et donc, ce qui va arriver quand il va sortir du caucus, il va se dire, on a appelé un jeu de passe ou un jeu au sol? Si c'est un jeu au sol, il n'y a pas vraiment de décision à prendre là. Je vais remettre le ballon à quelqu'un, puis l'offensive va faire son travail de bloc, puis on va souhaiter qu'on va faire de l'espace pour courir. Mais il va quand même prendre le temps de regarder. Si on a appelé un jeu de course à droite ou à gauche, puis qu'il y a un débalancement de la défensive, ça se peut qu'il y ait un appel sur la ligne pour changer le jeu. Là où il y a beaucoup de choix, puis de décisions, puis d'analyse à faire, c'est que s'il a appelé un jeu de passe, la première fois qu'il va faire, Nicolas, quand il va arriver à la ligne, c'est qu'il va compter dans la boîte le nombre de joueurs que la défensive devrait amener vers lui. Parce qu'on a besoin de savoir, est-ce que moi, je conserve dans mon jeu de passe assez de monde pour me protéger? Si j'ai l'impression qu'ils vont rentrer à 5, il me reste-tu 5, 6, 7 joueurs pour me protéger le temps que je dégaine le ballon? Donc là, des fois, il va y avoir des ajustements en fonction de ça. Ou encore, je sais que si j'ai l'impression qu'il y a un blitz qui s'en vient, je sais que je vais devoir lancer le ballon plus vite à un tracé peut-être plus court. Et finalement, l'autre information qu'il va aller chercher, c'est à quoi ressemble potentiellement la couverture de passe devant moi. Ça va-tu être du homme à homme où on a des joueurs qui vont nous suivre pas à pas sur le terrain ou ça risque peut-être d'être une défensive de zone? Et donc, ça, il y a deux façons de le savoir. C'est que quand tu places tes receveurs à chaque côté, des fois, tu vas en placer 3 ou 4 du même bord du terrain. Bien, est-ce qu'il va y avoir assez de joueurs de l'autre côté pour que les suivent homme à homme? Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, il n'y en a même pas assez. Tout de suite, tu sais qu'ils vont jouer de la zone. Ils vont se diviser le terrain. Ou encore, avant le jeu, c'est pour ça qu'on déplace des joueurs de droite vers la gauche, parce qu'on essaie de créer un débalancement, puis on regarde comment la défensive s'ajuste. Si ça ne s'ajuste pas en termes de nombre, encore une fois, ça va me donner des clés à moi et mes collègues receveurs qui vont courir leur tracé différemment. Donc, jouer le jeu. Avant que le ballon lève, regardez, comptez le nombre de joueurs dans la boîte défensive. Regardez l'aliment des joueurs à la défensive qui couvrent les receveurs de passe. Vous allez tranquillement vous amuser, vous aussi, à être le quart arrière et à voir que beaucoup se décident avant même la levée du ballon.
10 sur 10 pour l'effort des backdrops, mon cher ami, et 20 sur 10 pour ton analyse. Un gros merci. Puis tes lunettes, on va mettre un 30 sur 10 à part de ça. Mark Schreiber, un gros merci, mon ami, et on se reparle dès la semaine prochaine. Salut, bon week-end. Mark Schreiber, mesdames, messieurs, le plus grand vulgarisateur et analyste dans la francophonie du monde du football. On l'a avec nous. He's the best. Un retour sportif 100% local Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.